Bonsoir, ravi de vous retrouver en ce dimanche soir. On prolonge le week-end en douceur sur Europe 1 avant de retrouver l'agitation de la semaine. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h et je vous invite à appeler le 39 21 pour me parler de vous. Au bout du fil, vous serez accueillis par Jeanne et Paul avec la complicité de Vivian Lecuivre qui réalise l'émission ce soir. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous faire entendre par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 et vous commencez votre message par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Nadia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je sais pas par où commencer. Vous voulez me parler de votre fils qui est au collège et qui a 11 ans, donc il est en 6e. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, au début, ça se passait très bien et il était super content d'aller au collège. Hein. Pour lui, c'était c'était quelque chose de grand pour lui, quoi. Et là, ces derniers temps, je sens que ça va pas du tout. J'ai pas remarqué vraiment, quand il avait mal au ventre. Il me disait maman, je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Bon, je lui dis écoute, c'est pas grave, parce que si ça va pas, reste à la maison. Mais là, ça commence à être de plus en plus régulier. Mais en même temps, il me dit une fois, il m'a dit j'en ai marre à l'école. On se moque de moi, on me bouscule. Alors je lui dis vas-y, dis-moi qui est-ce Et donc il me dit non, t'occupe pas. Enfin, il me fait comprendre que je dois pas m'occuper, que voilà quoi. Et je sens qu'il y a un mal-être important au collège. Mais en même temps, moi j'ai pris rendez-vous avec la vie scolaire. Vous avez bien fait, matin. Savoir un petit peu ce qui se passe, si eux se sont aperçus de certaines choses. Voilà, exactement, parce que j'ai téléphoné, il y avait un mot sur le cahier de liaison en disant que mon fils c'était une réaction brutale et donc j'ai demandé à mon fils, je dis Jean par exemple, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé, il me dit non, il m'a poussé, je dis ah bon, et donc j'ai téléphoné au collège, j'ai expliqué que mon fils pas de nature violente, quoi que ce soit. Et il m'a dit, écoutez, je lui ai fait part aussi, excusez-moi, je suis un peu brouillon. Tout au début, et j'entends qu'il y a une conversation avec un de ses copains, puisqu'il a très peu de copains, il n'y en a qu'un dans sa classe, et qui dit alors, ça s'est arrangé. Et moi, j'ai écouté, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe, Jean Et il me dit, non, rien. Et passe-moi ton copain. Et là, il m'a dit, oui, il y a eu une altercation en dehors du collège. Et qui, soi-disant, qu'il y a des gamins qui ont voulu l'agresser, le bousculer, l'agresser. Il faudrait pas qu'il devienne un peu le souffre-douleur. Oui, pourquoi il veut pas vous en parler? Il a peur, Je lui ai demandé, il s'énerve, il s'emporte. Donc il a peut-être peur qu'avec votre intervention, si on en parle, peut-être que les autres le menacent aussi en disant. Il n'est pas racketté, il n'a pas de. On lui vole rien. On n'a pas remarqué, il ne perd pas d'affaires en ce moment. Perdre entre guillemets. Non, il me prend. Je sais qu'en ce moment, il a énormément de problèmes. J'ai remarqué la nuit normale. De poids, il prend du poids? Oui, énormément. Il a pris du poids depuis après la primaire, c'était plus flagrant. Ah, mais donc avant même cette entrée au collège, alors? Oui, il a eu des difficultés. Il a déjà des difficultés scolaires. Donc depuis quand? Depuis, on va dire toute la primaire, mais il est suivi par les orthophonistes, mais. Oui. Et au CMP, il voit une psychologue par un intermédiaire d'un atelier pédagogique qu'ils font ensemble avec d'autres enfants. Et j'avais déjà parlé, il y avait une équipe éducative, donc c'est vrai, suite à ça, on devait le mettre dans une classe SECPA, si vous voulez. D'accord. Il devait pas... aller dans le circuit classique, oui. Voilà, exactement. Oui. Et donc, moi, quand j'avais discuté avec ces directrices de SECPA, elles m'ont dit qu'il était jeune. Et la directrice, celle de primaire m'a dit, de toute façon, on peut pas l'accepter en redoublement, parce que il ferait rien, quoi. Et qu'il avait baissé les bras. C'est vrai qu'en primaire, il faisait plus rien.
Et j'avais demandé, et à ce qui paraît, c'était dû aussi à ces difficultés, qu'il y a des problèmes spatio-temporels qui a énormément de répercussions dans l'écriture, dans la compréhension. Oui, bien sûr, voilà. oui. Et donc, ce qui fait que ça a été déjà un peu déclencheur durant la primaire, mais pas au point de ne pas aller à l'école, vous voyez. Et il allait avec plaisir à l'école, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas... Oui, cette différence-là, ces difficultés ne le faisaient pas souffrir, ne le marginalisaient pas. Alors voilà, que là, ça semble être le cas au collège. Exactement, oui. Exactement. Là, il est pris un peu en grippe par d'autres. Il devient un peu le souffre-douleur parce qu'ils ont remarqué, malheureusement, c'est ce qui se passe. Hein, il a des différences dans ses troubles de l'apprentissage, ce problème de poids. Et ça se voit maintenant. Il est en surpoids. Ça se voit. Oui, alors ça, malheureusement, c'est terrible. Mais les enfants en surpoids sont souvent victimes ils sont plus agressés que les autres, hein. On se moque d'eux, c'est donc ça, vous voyez, c'est vrai que ça explique, il a plus envie d'aller à l'école parce que quand on est le souffre-douleur, on souffre beaucoup. Bon, donc il faut en parler au CMP, hein, de tout ça. Vous allez les revoir, vous avez fait le point là avec eux, il faut leur dire. Au CMP. J'avais entendu le témoignage d'une fille, une dame avec son garçon. Oui. Je m'y suivais aussi un peu parce que la fois où j'ai voulu que James soit pris en charge... Ne donnez pas de prénom, hein. Excusez-moi, de Jean qui a voulu être pris en charge. Il a vu peut-être 2 fois le pédopsychiatre qu'il a voulu mettre en place avec une psychologue. Oui. Et donc depuis, il est suivi par une psychologue, mais sous forme d'atelier. Oui, c'est pas la même chose, oui. C'est pas mal parce qu'il est dans le contact avec d'autres enfants. Voilà, exactement. Hein, donc ce qui doit l'aider sur un plan relationnel, puisque là au moins il n'est pas agressé par les autres enfants. Enfin, il y a du respect les uns des autres. Mais parallèlement, ça serait bien qu'il ait un soutien individuel, je trouve. Ouais, mais on l'a vu, la psychologue, et Jean ne veut pas. Elle m'a fait comprendre qu'il veut pas parler. Enfin, il a un blocage. Il a du mal à parler. Oui, mais est-ce qu'il a du mal à s'exprimer ? Non, pas du tout. Non, c'est plutôt dans les crises. Il me dit non. Elle me pose des questions toujours pourquoi. Il fait un blocage quand c'est la personne, quand c'est la psychologue. Et c'est pour ça qu'elle avait mis en place. Oui, je comprends. D'accord. Atelier. Oui, c'est pas qu'il ne lui avait pas proposé, mais c'est que votre fils, en individuel, était moins à l'aise. Et c'est vrai qu'on voit des enfants et des adultes, hein, d'ailleurs après parfois, dont la parole est beaucoup plus libre. Ils se sentent plus libres en groupe. Voilà ça. Donc, cela dit, par rapport à ce qui se passe, là, ça change quand même la donne. Et c'est pour ça qu'il est important de les appeler là rapidement, parce que ça montre qu'il est en souffrance. Vous avez bien fait d'alerter le collège. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là? Là, j'ai rendez-vous là. Vous avez rendez-vous demain avec le collège? Avec la vie scolaire, oui. Ça doit être la responsable, la vie scolaire. C'est quoi la vie scolaire? C'est c'est elle qui est responsable des surveillants, je pense, c'est ça. La CPE. La CPE, voilà. D'accord, hein, vous avez. Bon, parce que c'est important de faire le point, de voir ce qu'ils ont pu remarquer, que soient plus vigilants aussi. Hein, c'est-à-dire ce qui peut se passer pendant les récréations, enfin tout ce qui est interclasse, en précisant, en racontant bien ce que dit et ne dit pas aussi. Il faut entendre ce qu'il ne dit pas, c'est-à-dire qu'on sent qu'il peut y avoir de la peur, de la honte aussi, tout ça. Jean me dit souvent qu'il se fait bousculer, mais quand même ça va pas, ça. Il me dit Jean, c'est pas son vrai prénom. Et Jean, il me dit qu'il se fait bousculer et qu'il me dit ça sert à rien d'en parler à CPE, ils font rien. Alors je lui dis pourquoi tu me dis ça, je vais y aller. Il dit ouais non, mais il est presque un peu en colère, ils feront rien. J'ai dit mais quand même, s'il te bouscule, tu dois bien voir la CPE. Oui, il a l'impression, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il a, il se sent très vulnérable là-bas, parce que c'est vrai que il a des amis, il a des copains. Non, pas du tout. Ah ouais, c'est ça. Il a qu'un copain qui a des difficultés scolaires aussi, donc qui un hasard, c'est pas un hasard vraiment. Il a lié des liens avec ce garçon, et donc c'est pratiquement, je pense, le seul. Bon, oui, c'est important déjà qu'il ait un ami,
mais c'est aussi un jeune garçon qui est lui-même en difficulté, donc il peut pas l'intégrer dans un groupe. Ou, vous voyez, ils se sont resserrés, ils se tiennent chaud contre l'agressivité des autres. Mais c'est ça, c'est le problème avec des enfants qui ont des différences. Excusez-moi de vous couper, Caroline, mais ce garçon, il a été reconnu par sa difficulté, son trouble d'apprentissage, il a été reconnu. Et ce garçon-là, il a plus d'assurance. D'après ce que j'entends, il a quand même un groupe de copains, et c'est de là que Jean intègre aussi avec ce D'accord. garçon. Bon, ça c'est bien. Voilà, parce que j'allais vous demander si l'autre est mieux socialisé, a plus un groupe, il peut du coup lui dire c'est mon copain et vous le laissez tranquille, quoi. Je pense que oui. Bon, oui. Simplement, alors je reçois un message là par SMS et je remercie cette personne qui est professeur, et elle dit il faudrait aussi rencontrer le professeur principal. Et c'est vrai, elle a raison. Mais j'en ai parlé. Enfin, j'ai parlé des difficultés. Oui, mais là il scolaires. faut demander un rendez-vous, hein. Non, mais j'ai parlé des difficultés scolaires, si vous voulez, parce que suite à son bulletin, et puis voilà, j'ai vu que c'est un vrai brouillon, hein, c'est son cartable, il y a des mots il est collé. Pour quelle raison? Jean ne fait rien, Jean perturbe la classe, mais ça c'est lié, quand j'en ai parlé à la principale, elle me dit que je suis au courant des difficultés de Jean, mais le souci c'est que voilà, on peut pas mettre en place, ils disent un genre de PRRE, je sais pas quoi là. J'ai vu le médecin scolaire qui m'a dit est-ce que vous envisagez une SECPA? Et je lui dis c'est ce que j'avais déjà l'année dernière, mais je voulais voir si mon fils s'intégrait. Ça serait peut-être mieux, hein. Il faut en parler avec le. Ah, ça y est, je pense que maintenant. Oui, parce que si dans un circuit comme ça classique, il devient le souffre-douleur, ça va être terrible. On peut pas le laisser dans cette situation d'être le bouc émissaire. D'accord, c'est vrai. Mais maintenant, avec les orthophonistes, ça y est, hein, l'année prochaine, Vous envisagez? Oui, j'envisage une SECPA ailleurs de cet établissement. Oui, qu'il soit dans un milieu plus protégé, où du coup il aura plus il faut pas qu'il perde le goût d'apprendre. Or là, il ne peut que perdre le goût d'apprendre parce qu'il va au collège la peur au ventre. Donc c'est insupportable. Mais oui, vous voyez, c'est insupportable. Il avait vraiment mal au ventre. Mais oui, mais il doit avoir. Elle était pliée. Mais comme vous savez, les petits enfants, les tout petits, ils expriment leur mal-être de cette façon-là. Et on sait en plus que l'angoisse fait mal au ventre. Donc s'il va au collège où il vous dit qu'il est bousculé, oui, mais bousculé, ça veut dire qu'il est pris à partie, certainement humilié, qu'on se moque de lui, voire qu'on peut un peu le taper, enfin, voyons, le bousculant. Bon, donc il faut pas laisser un enfant dans cette situation-là. Parce que mais je peux pas le changer là d'établissement. Non, mais c'est-à-dire que là, il faut déjà, comme vous avez fait, vous allez rencontrer la CPE. Donc là, elle va être vigilante, passer le mot, entendre déjà ce que vous avez à lui dire. Ça veut dire qu'ils vont mettre une vigilance quand même autour de votre fils et avec les autres surveillants. Et puis aussi le professeur principal, parce que en plus, ça fait partie quand même de l'éducation et de l'humanisation, je dirais, des autres enfants. C'est-à-dire qu'ils sont en 6e, c'est dur la 6e parce que c'est un changement par rapport au côté un peu cocooning de la primaire. Bon, la 6e, ils sont un peu plus livrés à eux-mêmes. C'est l'apprentissage vraiment de l'autonomie. Ils sont donc, si vous voulez, c'est le groupe. Le groupe est très dur à cet âge-là parce que tout ce qui est différent, il le rejette. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire corps commun. Bon, pour autant, les profs et les surveillants ont un rôle aussi à jouer parce qu'on ne laisse pas un enfant se faire maltraiter par d'autres. Mais parallèlement à ça, il est important aussi que l'enfant apprennent à se défendre. Là, pour le moment, sa défense, c'est le refuge dans la nourriture, où il y a de la douceur. Et alors, ce qui ne fait que l'enferrer dans son problème, parce que en mangeant comme ça, en ayant ces crises de boulimie, il grossit, et du fait, il devient encore plus différent, et donc ce qui fait que les autres enfants l'agressent sur cette prise de poids, parce que on n'est pas tendre avec les gens qui ont des problèmes de poids, même avec les adultes d'ailleurs. Mais bon, là, c'est un jeune enfant, donc il faut être prudent et vigilant. Donc, si vous voulez, ça mérite qu'au CMP vous fassiez le point, mais très rapidement.
rapidement, en les appelant là, en les alarmant, en disant que vous avez vu le collège et que ça va pas du tout, que votre fils... Je devrais prendre rendez-vous avec le pédopsychiatre parce que oui. c'est vrai oui, que vous avez raison. 2 fois dans oui, 2 ans. Mais vous avez raison. Demandez un rendez-vous avec le pédopsychiatre en disant que la situation scolaire se dégrade, qu'il est déjà en grosse difficulté d'apprentissage, qu'il y a tout le temps des mots du collège et que par ailleurs, il y a un problème de bouc émissaire. Et que donc cet enfant a besoin d'être aidé parce que si vous voulez, il va falloir, et c'est là qu'un soutien personnalisé est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera plus, ne fera plus partie de ce groupe-là avec d'autres enfants, parce que c'est important aussi. Mais il faut qu'il ait un soutien personnalisé pour qu'on lui donne aussi des clés, des armes pour se défendre. C'est-à-dire qu'il puisse retourner la situation aussi lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les adultes autour de lui soient vigilants. Hein, donc vous avez bien fait d'alarmer le collège, mais aussi que lui, si vous voulez, si on ne fait que dire c'est aux adultes de protéger, ce qui est leur rôle, bien sûr, mais il faut aussi que l'enfant, on lui donne des clés pour apprendre à se protéger. En rendant coup pour coup, façon de parler symboliquement, mais c'est-à-dire qu'il sorte de cette position de bouc émissaire. Donc déjà, parce que si vous voulez, sinon il va s'enferrer dans quelque chose où il va être que victime. Alors c'est ses difficultés, c'est sa différence aussi, le fait qu'il ait des troubles de l'apprentissage, c'est actuellement sa prise de poids et il faut que pour tout ça, il soit vraiment soutenu. Qu'il trouve un autre mode de défense. Si vous voulez, qu'on l'aide, vous voyez, de cette façon-là. Parce que c'est important aussi d'aider les enfants à savoir faire face aux autres. Pas quand il y a trop un groupe, hein, comme ça. Si vous voulez, c'est là où il faut une double aide des adultes, mais aussi de l'enfant lui-même. Parce que j'ai demandé, une fois, on était voir un psychologue, mais il me dit ça sert à rien, je parlerai pas. Alors je dis pourquoi il fait un blocage par rapport à ça, comme je vous ai dit là. Oui, mais il faut comprendre pourquoi il ne parle pas, et peut-être que justement il ne parle pas parce qu'il a peur, parce qu'il a honte, parce que c'est vrai que certainement il doit être l'objet de moqueries, de paroles, de propos qui le blessent. Par contre, il me le dit à moi, c'est ça que. Alors, c'est important que vous puissiez aussi lui dire que c'est pas normal, que vous allez réagir pour qu'on le protège, mais que lui aussi. C'est important qu'il puisse parler à quelqu'un, qu'il puisse dire ce qu'il vit et ce qu'il ressent pour apprendre à se défendre. Parce qu'il y a des moyens de se défendre. Et en ayant voir le pédopsychiatre au CMP, vous pensez que... Parce que, bon, c'est vrai que... Ah oui, il faut le voir, il faut demander un rendez-vous, là, compte tenu de cette situation. Mais si vous voulez, votre fils, il serait important de lui dire que vous avez pris rendez-vous déjà à son collège pour attirer l'attention de façon à ce que... Voilà. On en a parlé, ouais. Comment il a réagi? Ce que je vous dis, il me dit, mais ça sert à rien, maman. Mais si, il faut lui... Il me dit... oui, parce qu'il pense, parce qu'il a très peur. Oui, donc mais il pense que rien, ça fera rien, ou je sais pas quoi. Mais c'est ce qu'il croit, mais dire que non, on ne laisse pas comme ça que les enfants, on n'a pas à s'en prendre. C'est ce que je lui dis. À d'autres personnes qui sont plus isolées. Et c'est pas la loi du plus fort, donc il faut lui dire que au collège, c'est comme dans la vie, c'est pas la loi du plus fort et que ces garçons qui l'embêtent vont être recadrés. Voilà. Donc on va leur dire que ils n'ont pas le droit de s'en prendre à lui. Et maintenant, lui, en revanche, au CMPP, il va falloir qu'il en parle parce que il faut lui dire, tu vois bien que actuellement, tu manges plus parce que la nourriture, ça t'apporte, c'est du réconfort. Mais il y a d'autres façons de se défendre. Et ça, il faut lui dire qu'on peut lui apprendre aussi. Et lui apprendre à avoir plus confiance en lui, mais aussi ça. Donc, mais que pour ça, il faut pas qu'il ait peur d'être aidé, parce que ce qu'il dit aussi au CMPP, ça reste dans le cadre du CMPP, ça. Hein, c'est-à-dire que ce qu'il peut dire à la psychologue ou au pédopsychiatre, ce n'est pas répété. Eux, ils sont là pour lui, pour l'aider lui à aller mieux, à avoir moins de problèmes. On va accueillir Éléonore qui est avec nous au 3921 et je la remercie. Bonsoir Éléonore. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, on vous écoute Éléonore. Oui, bonsoir. Je voulais apporter mon témoignage parce que j'ai eu avec mon fils, ce que raconte cette dame, ça me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu avec mon fils, une situation qui a commencé comme ça par des maux de ventre. Bon, moi,
il n'y avait pas de difficulté d'apprentissage, mais par contre, il a connu aussi des difficultés parce qu'il a été élevé à l'étranger et qu'en fait, revenu en France, il ne connaissait pas du tout la vie en France et donc il a fallu qu'il s'adapte à tout, y compris à l'école, très vite. Ce qui, je me suis rendu compte bien après, constitue également une grosse difficulté. Et donc, les maux de ventre sont arrivés. Et puis, enfin, ça a commencé comme ça, par un mal de ventre, et puis 2, et puis 3, et puis ainsi de suite. Et on en est arrivé à une déscolarisation, parce qu'en fait, moi, j'étais aussi très très mal pour d'autres raisons, donc je ne pouvais pas être assez vigilante par rapport à mon fils. Mais en fait, sur le plan scolaire, la situation n'a fait que se dégrader. Mais j'ai pas eu d'aide ni de proposition d'aide de qui que ce soit. Et donc en fait j'ai contacté le jour où vraiment il s'est écroulé, j'ai contacté un psychiatre. Il a été pris en charge tout de suite par ce psychiatre. Alors bon, moi j'ai pas du tout fait intervenir de psychologue. C'était un CMPP, non, le psychiatre, c'était en libéral. Oui. D'accord. Moi, si vous voulez, j'ai également une sœur qui a des problèmes et par le secteur CMPP, etc. Moi, je n'en ai pas été du tout satisfaite. D'accord. Personnellement, je suis beaucoup plus satisfaite de ce que j'ai obtenu en passant par le secteur privé, aussi bien par ma sœur que par mon fils. Et j'ai également une amie qui a sa fille aussi, qui a beaucoup de problèmes et qui est suivie aussi par ce système de psychiatrie publique, en fait. Et je vois que c'est pas non plus très très satisfaisant. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour votre fils finalement? En fait, mon fils, le psychiatre m'a orienté sur la Fondation de France, qui a des établissements qui permettent, donc des collèges et des lycées, qui permettent aux enfants de suivre une scolarité tout à fait classique, et qui en même temps proposent un accompagnement thérapeutique pour l'enfant. Et je pense, alors moi je ne l'ai pas fait à l'époque parce que pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu assumer cette solution. Mais bon, je ne peux pas dire non plus que je le regrette parce que bon, à l'époque c'était comme ça, si vous voulez, et que ça sert à rien d'avoir des regrets. Mais je pense que vraiment, donc si je pouvais revenir en arrière, c'est ce que je ferais. Parce que je pense que vraiment, c'était vraiment ça la solution. Je pense que c'était vraiment là qu'on aurait pu obtenir quelque chose. Et où vous avez proposé les établissements, donc une scolarité alternative finalement. C'est pas une scolarité alternative, enfin je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, mais je pense pas, ce sont les programmes, c'est l'éducation nationale. Ah bon, d'accord. Hein, oui, c'est pas du tout des écoles alternatives. Hein. C'est l'éducation nationale, mais dans des établissements qui intègrent en même temps l'aspect médical de l'enfant. Bon, donc une piste à chercher peut-être de ce côté-là. Voilà. Et ce sont des établissements qui appartiennent entre guillemets à la Fondation de France. D'accord. Alors justement, j'ai un SMS dans ce sens-là, quelqu'un qui me dit j'ai 15 ans et en 5e, j'ai vécu exactement la même chose que le fils de Nadia et j'ai eu de nouveaux repères à travers un changement d'établissement qui m'a changé la vie. Dit cet auditeur. Et votre mari, qu'est-ce qu'il en dit de cette situation, Nadia? Je vis toute seule avec Jean. Et il n'est pas présent pour son fils? Non, j'ai toujours. Il n'a pas vraiment connu son père. D'accord. Bon.
Bon, tout ça, ça serait quand même important qu'il ait un soutien, cet enfant, personnalisé là. Alors, on a essayé de le mettre en place. Bon, lui n'a pas accroché. C'est difficile avec un enfant qui parle peu, qui est même dans un certain mutisme, hein, puisque effectivement, on peut mettre en place s'il y a quand même du langage. Surtout qu'à 11 ans, c'est difficile de le faire dessiner. Enfin, voilà, c'est pas comme quand il est plus petit. Donc, d'où l'atelier. Mais là, quand même, rappeler le pédopsychiatre et compte tenu, il a vraiment besoin, là, à mon avis, d'une aide en plus du groupe personnalisé. Je sens trop, de plus en plus. Ah oui, là, il souffre. Il est dans une grande souffrance, là. Quand je vois comment il était vendredi, j'étais étonnée. Enfin, je croyais pas. Il avait mal, mais je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Mais d'un seul coup, hein. Et le pédiatre, vous avez vu le médecin, là? Vous avez vu le médecin? Après, du soir, j'étais au travail, j'ai téléphoné plusieurs fois. Je lui dis, Jean, tu vas bien? Il me dit, ça va mieux. Alors, je reviens, on va aller voir chez le médecin. Il m'a dit, non, ça va mieux. Oui, mais voyez, il est dans quelque chose, à mon avis, comme un enfant qui a peur. Oui, comme un enfant qui a peur et qui fait en sorte de... il faut pas en parler, quoi. Hein. Il faut pas en parler parce que ça va m'attirer encore plus d'ennuis. Mais enfin, il y a toutes ces somatisations, les maux de ventre, le fait qu'il prenne du poids, le fait... Je pense qu'il avait mal au ventre. Hein, parce que... Mais oui, mais je vous dis pas qu'il avait pas mal au ventre. Mais le mal au ventre, si vous voulez, s'il n'y a pas de signe particulier, s'il n'y a pas une gastro, des tas de choses, le mal au ventre, c'est aussi un appel au secours. Donc, il est temps de faire quelque chose là comme vous le faites parce qu'on laisse pas un enfant comme ça être le souffre-douleur d'autres. C'est ce que dit Cathy d'ailleurs, hein, qui dit faut vraiment être très proche de lui et le soutenir parce que c'est injustifiable et révoltant là. Donc faut s'en occuper très très sérieusement. Oui, on va conclure. Caroline. Éléonore, oui. Oui, Nadia. Oui, si je peux me permettre, j'étais également seule avec mon fils. Et je pense aussi que quand on n'est pas satisfaite d'une prise en charge par un psychiatre, je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer, trouver un psychiatre qui sera avec qui on s'entendra mieux, qui sera peut-être plus efficace. Alors je sais que c'est facile à dire quand on est loin, quand on n'est pas concerné par le problème. Je sais que c'est très très difficile à faire quand on est vraiment en plein dans cette situation difficile, mais effectivement le mal au ventre, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il a vraiment mal au ventre, mais objectivement... Oui, mais l'angoisse donne mal au ventre. Hein. C'est ça, objectivement, il n'a pas de raison d'avoir mal au ventre. Voilà, soit il voit le médecin et le médecin trouve un tableau clinique en disant il a mal au ventre parce qu'il a telle chose. S'il n'y a rien, c'est un signe d'angoisse, donc il faut réagir très vite. Parce que moi, excusez-moi de vous couper, mais au CMBP... Quand j'ai téléphoné il y a, je sais plus, à un moment, ils m'ont dit, ce pédopsychiatre, hein, qui est d'ailleurs le chef du service, me dit qu'il y a beaucoup de rendez-vous, que c'est très long. Alors, est-ce que vous pouvez pas aller voir un pédopsychiatre en libéral? C'est-à-dire qu'il est pris en charge, un autre pédopsychiatre dans le centre, mais il est pris en charge dans son service. Alors, non, mais allez voir un pédopsychiatre en privé. En libéral. Oui, libéral. Demandez un avis en libéral. Vous aurez une feuille d'assurance maladie. Là, au CNPP, c'est vrai que c'est pris en charge, mais au moins, vous aurez un autre avis. Nadia, dans le libéral, ce sera aussi pris en charge. Bien sûr, c'est parce qu'il avait déjà vu ce pédopsychiatre 2 fois et je me suis dit... écoutez, soit vous l'appelez, là, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se met en place autour de l'enfant et qui bouge. Cela dit, on avait proposé une prise en charge et votre fils, ça ne passait pas. Mais ça peut aussi ne pas passer avec la psychologue. Prise en charge qui a été prise par l'atelier marionnettes, à travers les marionnettes qui s'expriment soi-disant. Mais certainement. Parce que c'est certainement pour un enfant qui a des problèmes d'élocution, qui est un peu renfermé, plus que des problèmes d'élocution, qui est renfermé, qui est replié, la marionnette est un bon médiateur. Et d'ailleurs, là, écoutez, ne baissez pas les bras, rappelez le pédopsychiatre qui va vous revoir, faire le point et voir ce qu'il en est. Parce que en parallèle, il faut qu'on conclue là, par rapport à cet atelier, il peut avoir un suivi personnalisé. De toute façon, il ne faut pas le laisser dans cette situation. C'est ce que je vais faire parce que moi, il ne faut pas attendre. Non. Il faut qu'on conclue là, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Merci beaucoup Éléonore de votre intervention et bon courage à vous Nadia. Au revoir. Merci beaucoup Caroline. Au revoir. Et on accueille tout de suite Leslie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Leslie.
Alors, moi, je vous appelle, en fait, c'est un peu compliqué. J'ai un peu un calvaire, en fait. Disons que mon meilleur ami, pour faire court, mon meilleur ami, en fait, est amoureux de ma meilleure amie. Et il se trouve qu'elle ça n'est pas le cas, donc du coup, elle le rejette beaucoup. Elle a pris ses distances jusqu'à l'ignorer totalement et fuir complètement la situation. Du coup, lui, il en souffre énormément. Et moi, je suis au milieu de tout ça et je peux plus. Enfin, je sature. Pourquoi ? Parce qu'il se confie à vous Il n'arrête pas en permanence. Ah oui. Il me confie sa souffrance. C'est 5 à 6 heures par jour. Il me prend du temps, de l'énergie. Je suis aussi quelqu'un de très angoissé. C'est trop, oui, 5 ou 6 heures. C'est-à-dire, mais parce que vous êtes... pourquoi vous voyez autant ? Vous travaillez ensemble ? Pardon ? Vous travaillez ensemble ? C'est-à-dire, on est dans le même lycée. Vous avez quel âge, Leslie ? 17 ans. 17 ans, d'accord. Oui, donc il est dans la même classe que vous ? Non, mais on est très proches. Vous êtes très proches. Oui, mais il faut pas. C'est vrai que je comprends que vous en ayez, que vous soyez épuisé là, parce que il peut pas. Qu'il soit malheureux parce que cet amour n'est pas partagé, c'est une chose. Mais enfin, vous pouvez pas être la seule confidente de tout ça. Vous voyez, il faut à un moment lui dire, parlons d'autre chose un petit peu. Parce que finalement, lui, ça lui permet pas non plus de s'en sortir. Enfin, pourquoi vous l'écoutez autant ? Parce qu'il en a besoin, j'ai l'impression. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas votre métier. C'est pas un métier. C'est pas. Vous voyez, c'est même à un moment, il faut qu'il puisse un peu se changer les idées, quoi. Il a essayé. C'est toujours. On est toujours malheureux et c'est toujours un sentiment pénible quand on est amoureux et que cet amour n'est pas partagé. Mais bon, ça fait partie de la vie, ce sont des choses qui arrivent. Et pour autant, ça n'empêche pas que vous c'est votre meilleur ami, vous l'aimez beaucoup, il a de la valeur et un jour il trouvera quelqu'un qui l'aimera et que cette jeune fille aimera aussi en retour. Bon. En fait, il ne comprend pas, ou il fait semblant, et elle aussi, du coup, pourquoi il s'est tant éloigné. Parce que il lui a avoué ça au mois de novembre, elle a commencé à s'éloigner début février, fin janvier. Oui. Du coup, elle en vient même à rater des jours de cours pour l'éviter. Enfin, ça devient du grand. Mais c'est peut-être qu'il est un peu oppressant, parce que s'il fait avec elle comme il fait avec vous, de vous en parler non-stop, on peut peut-être imaginer qu'avec cette jeune fille, il a été aussi un peu trop envahissant, un peu trop oppressant. C'est peut-être pour ça, non ? Je sais pas moi, mais... Elle a l'impression que il est oppressant. Il a des habitudes avec moi qui ne lui plaisent pas, parce qu'il est très... il me dit, tu peux rester avec moi. Par exemple, je prends un exemple, jusqu'à 20h au lycée, parce que je n'ai pas envie de rester tout seul. Je reste jusqu'à 20h. Elle estime qu'il prend un peu pour... disons qu'il me prend beaucoup de temps et d'énergie. Ça l'exaspère. Il me demande des choses que je ne suis pas en mesure de réaliser, mais je les réalise quand même. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous demande ? Eh bien, il m'a demandé, par exemple, c'est tout bête, mais matériellement, c'est compliqué. Il m'a demandé, par exemple, pour Noël, un ordinateur, etc. Je ne suis pas en mesure d'acheter ça. Non, mais attendez, il n'a pas à vous demander ça, Leslie. Il n'a pas des parents, ce garçon ? Non, mais je lui ai dit, écoute, je souffre énormément de la situation actuellement. Mais non, mais attendez, là, ça va pas. Non, mais attendez. Et il me répond, oui, mais moi, Voilà. Oui, écoutez, à un moment, c'est que il est dans son monde là. Il faut un peu le ramener à la réalité. Il vous demande un ordinateur et puis quoi encore ? Et puis pourquoi pas une voiture ? Et il a des parents, ce garçon. Oui, bien sûr. C'est pas vous. Vous avez 17 ans, vous êtes lycéenne. Vous n'avez pas, vous allez pas lui payer un ordinateur ? C'est ce qu'elle lui a dit, ma meilleure amie. Elle lui a dit, il me semble que tu as une mère, donc. Être en mesure. Il n'y a pas que ça, il y a tout le temps qu'il me demande, par exemple, il m'envoie des trucs, des devoirs qu'il n'arrive pas à faire et puis il me demande de le faire. Oui, mais là, il vous prend, là, il vous utilise, c'est plus, vous mettez l'amitié là où à un moment il se sert de vous quand même. Parce que. C'est ce qui exaspère ma meilleure amie, en fait. Elle a raison, c'est-à-dire qu'à un moment c'est trop. Alors, c'est-à-dire que. Pas à dire non, en fait. Oui, mais il faut apprendre, parce que vous le dépanniez une fois de temps en temps, c'est une chose sur que vous l'aidiez, que vous lui donniez un coup de main, mais ça doit pas devenir systématique. Maintenant, dès qu'il a un devoir qu'il n'arrive pas à faire, c'est vous. Enfin, vous voyez, il a plus de limite après. Il a plus de limite. Et de toute façon, ça l'aide pas, parce qu'en plus, il vous prend pour quoi
Son père, sa mère, sa confidente, sa psy. Bon, à un moment, il faut arrêter. Personnel, je sais pas quoi. Oui, qu'il aille voir à ce moment-là quelqu'un, hein, s'il a besoin d'aide, mais qu'il en parle à ses parents. Voyez, vous avez, ça va pas là. Il vous demande trop et il est trop envahissant. Donc, il faut que vous lui disiez non très clairement. Et puis quand il vous dit, parce qu'en plus vous êtes en étant entre les deux, vous avez, lui, il est amoureux de votre meilleure amie. Il essaye certainement de vous tirer un peu les verres du nez, de savoir ce qu'elle en est, ce qu'elle en pense et tout. Et vous n'avez pas à vous emmêler, c'est ce qu'il faut lui dire très clairement, parce que c'est un coup à perdre votre meilleure amie, votre fille, je veux dire. Oui, parce que vous vous impliquez trop, c'est exactement le mot, dans cette histoire qui n'est pas la vôtre. Et à un moment, ce qu'il faut dire à ce garçon, écoute, je suis désolée pour toi, mais en même temps, après, ça ne me concerne plus, moi. Je ne peux pas, c'est aussi ma meilleure amie, et j'ai pas à faire le messager entre vous deux. Elle t'a dit qu'elle n'est pas amoureuse de toi. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver, on n'y peut rien, les sentiments ça se commande pas, ça arrivera certainement à ce garçon qu'un jour une jeune fille tombe éperdument amoureuse de lui et lui ne la regardera même pas, ça fait partie de la vie. Bien sûr que c'est pénible quand on le vit, mais il y aura d'autres rencontres, d'autres amours et d'autres jeunes filles qui vont l'aimer et qu'il aimera en retour. Donc à un moment, il faut pas qu'il vous empoisonne la vie comme ça. Voilà. Donc il faut apprendre à lui dire non et dire que vous n'avez pas le temps, parce qu'en plus ça vous prend du temps et je comprends que votre meilleure amie fille elle soit un peu agacée, parce que d'abord ce garçon elle peut se dire que vous lui racontez des trucs qui n'a pas à savoir sur elle, même si c'est pas le cas, et puis finalement le temps qu'il passe avec vous c'est du temps qu'elle n'a plus avec vous. C'est ça, c'est que c'est de 10h du matin à 10h du soir. Oui, mais il n'a pas de limite, c'est-à-dire que à un moment qu'il se confie parce qu'il est malheureux, ça fait combien de temps qu'il s'est déclaré auprès de cette jeune fille ? C'était fin novembre. Oui, vous vous rendez compte, on est début février, donc à un moment il va falloir qu'il digère un peu là. Hein. Que vous l'ayez écouté dans les premiers jours, premières semaines, voilà. Mais enfin maintenant il faut passer à autre chose. Et même vous, ça l'aidera, c'est ce que dit Virginie, que je salue Virginie, qui dit il est temps de poser des limites. Voilà, c'était parce que Virginie voulait poser des limites. J'ai fait un petit peu l'inverse, quoi. Virginie voulait poser des limites. Ça lui fera beaucoup de bien, dit-elle, et vous serez libérés. Et puis il y a Petite Hirondelle qui dit il est un peu en train d'abuser, voire beaucoup de la situation. Et vous ne l'aidez pas en réalisant tous ses désirs. Présentez-lui plutôt une autre petite amie. Voilà, vous avez peut-être d'autres amis sur qui il pourrait jeter son dévolu. Les pauvres, je les plains, parce qu'il a l'air... C'est un peu le boulet, lui. En fait, plus profondément, je suis très attirée par les gens à qui je donne, et qui ne me renvoient rien en retour. Parce que lui ne me dit jamais merci, jamais ça va, en fait. Mais il va falloir apprendre à donner un petit peu moins, à être dans une relation un peu plus équilibrée, parce que pour vous, il peut y avoir un côté valorisant dans le fait d'être celle qui... oui, mais parce que là, vous êtes dépassé, mais parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a abusé, mais allez vers des personnes qui vous donnez, pourquoi vous donnez autant ? Parce que finalement, ça vous conforte aussi dans une bonne image de vous-même. Alors, essayez de faire en sorte et ne vous coupez pas des personnes avec qui vous avez une relation plus équilibrée. Ça serait dommage. Oui, tout à fait. Mais en fait, il en attend beaucoup de moi, j'ai l'impression. Il attend que je claque des doigts et que la solution... Hop, là, avec le coût de l'ordinateur, c'est énorme quand même. Hein. C'est un ordinateur. Il m'a demandé 200 €. Et alors, vous lui donnez ? Rarement, non. 200 € en plus, c'est pas 20 €, hein. Il est gentil, lui. C'est pas 2 €, c'est pas 20 €, c'est 200. Après, ça sera 2000, quoi, tant qu'à faire. Quand on va boire un verre en ville, par exemple, on se met d'accord avant, chacun paye son verre, et à chaque fois qu'on arrive, je suis désolée, j'ai pas d'argent. Tiens. Non, mais c'est un profiteur, hein. Enfin, il voit, ça marche. Forcément, ça marche. Oui, ça marche, mais parce que moi, je suis très attachée, contrairement à lui. Très attachée. Attachée à quoi ? Lui. Oui, mais enfin, vous voyez pas qu'il profite de vous, là ? Pour moi, c'est pas de l'amitié, hein. Parce que là, finalement, vous êtes en train de... Une amitié, il y a un équilibre. Là, qu'est-ce qu'il vous apporte, ce garçon ? De la sympathie. Remarquez, il peut, hein.
Avec tout ce que vous lui donnez, il manquerait plus qu'il vous jette des pierres. Ou qu'il vous morde, vous voyez. Enfin bon, encore qu'il soit sympa. Donné, je manque un peu de reconnaissance parce que, par exemple, le matin, quand on se voit, il me dit « Ah, salut, j'ai un problème ». Mais moi, ça va, il me demande jamais si ça va. Mais c'est ça le problème, c'est que et c'est à sens unique. Alors qu'à un moment avec ses amis, bien sûr, quand ils ont un problème, qu'on soit là pour eux et que on est là pour les aider. Bon, vous voyez, là on compte pas. Mais quand c'est toujours le même, c'est toujours à sens unique, c'est-à-dire qu'il oublie de vous demander comment ça va, il oublie, finalement, oui, tu peux rester jusqu'à 20h, oui, mais sans voir que il vous prend de votre temps et de votre énergie, c'est-à-dire que là, il est complètement égocentrique, il ne pense qu'à lui, et c'est là un moment, je comprends, enfin, je veux dire que... Il me tue à petit feu, en fait. Oui, à un moment, il faut arrêter. Parce que je suis aussi très angoissée par ma scolarité, et j'arrive plus à tout gérer à un moment donné. Oui, alors concentrez-vous sur votre scolarité et puis mettez un peu de distance avec ce garçon. C'est ce que dit Jeanne, qui envoie un petit SMS en disant « Oh là là, drôle de jeune homme, il doit régler ses problèmes tout seul, ne rentrez pas trop dans son jeu. Il semble que votre amie, fille, soit plus clairvoyante que vous. Il profite de votre gentillesse en disant qu'il est malheureux. Un chouïa manipulateur peut-être, en tout cas, il va trop loin. C'est-à-dire que là, le coup de... Vous voyez, parce que ça va assez loin, elle a raison, Jeanne. C'est-à-dire que c'est pas seulement de votre écoute, de votre temps, c'est aussi de l'argent maintenant qu'il réclame. Voyons. Vous voyez, c'est un café, l'addition, c'est vous qui payez 200 € le café, l'ordinateur, et puis si vous pouvez rester à l'écouter, à jouer le rôle de la psy, oui, ça je comprends qu'il vous trouve très sympathique, hein. Et le tout gratos, c'est vous qui payez en plus. Vous pourriez lui dire en rigolant, dis donc, vu le nombre de séances que j'en ai fait, c'est toi qui me les dois, les 200 €. C'est pas faux. Mais oui, par exemple, un truc tout bête, et c'est un peu mon problème. C'est ce que dit Ninon, qui dit, au moins, écoutez, chère Leslie, si vous me donnez 200 €, je vous donne toute ma sympathie en échange. Mais elle a raison, Ninon. Voyez. Un truc tout bête, je lui ai dit l'autre jour, j'ai été très froide, je dois l'avouer, pour lui faire comprendre que la situation m'énervait. Et il me dit, oh là là, tu m'as l'air glaciale, ne me fais pas ça, je t'en supplie. Et moi, je suis ravagée par la culpabilité après. Mais il vous plaît, ce garçon? Vous êtes amoureuse de lui ou quoi? Ah non, il me plaît pas, en fait, je l'admire presque. Mais pourtant, vu ce que vous décrivez, qu'est-ce que vous admirez chez lui? Son intelligence, sa culture, tout ça. Mais ouais, mais enfin bon, pas tellement des situations. Enfin, il est un peu manipulateur, oui, mais humainement, ça laisse un peu à désirer. Mais culpabiliser de quoi? Et par exemple, quand il me dit t'as l'air glacial, je ne veux pas te perdre, ne fais pas ça. Par exemple, hier... Mais il sait très bien jouer avec vous. Je suis tombée dans les escaliers et je me dis je me suis fait super mal. Il me dit ne va pas à l'hôpital, ne me fais pas ça, ne me... Oui, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Vous tombez dans les escaliers, au lieu de vous dire ça va, tout va bien, tu t'es pas fait mal, c'est me fais pas ça, hein. Tu vas pas aller à l'hôpital, tu vas pas me laisser tomber. Vous voyez comme il est égoïste. Exactement. Mais ça c'est tellement parlant. C'est-à-dire quelqu'un tombe quand même devant vous, se fait mal. Enfin, on a peur qu'il se fasse mal et dire ça va, tout va bien. Non, c'est tu vas pas aller à l'hôpital, hein, tu vas pas me laisser tomber. C'est ça. Non mais attendez, vous êtes pas sa mère. Parce qu'il faut pas que tu ailles à l'hôpital, machin. Oui, écoutez, si, parce que vous pourriez lui dire ça me ferait une semaine de vacances. Non mais il faut un peu lui rentrer dedans à un moment, parce que si vous voulez, là, lui il vous respecte pas. Vous l'admirez, mais lui il vous respecte pas. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Il profite de la situation, il profite de vous. Il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, ces petites hirondelles qui dit c'est du racket sentimental. Pas faux. Donc à un moment, ça va. C'est ce que dit Marc. Hein. C'est un peu un sale gosse gâté. Ne soyez pas trop bonne avec lui. D'accord. Voilà. Il est plus gâté avec moi qu'avec sa mère en fait. Oui, peut-être. Mais peut-être que s'il se comporte comme ça, c'est pas sans raison. Mais vous n'êtes pas sa mère, Leslie. Vous avez 17 ans et vous avez votre vie à vous occuper. D'accord. Donc rapprochez-vous un peu de votre amie fille là, et puis ce garçon, mettez un peu de distance quand même. Hein. Ouais, voilà. Et vous verrez qu'à mon avis, quand vous allez être moins à donner, peut-être soit il va lui s'éloigner, soit se rendre compte qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans une relation. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Leslie. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Vous le savez maintenant, le dimanche, la libre antenne a lieu également, mêmes horaires, 23h, 1h.
2 heures comme ça, 2 petites heures volées au week-end en direct pour se parler en toute tranquillité. Vous pouvez appeler le 39 21, m'envoyer vos mails sur europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Alors beaucoup de réactions au témoignage de Leslie, cette jeune fille de 17 ans qui savait pas comment un peu se défaire de son meilleur ami amoureux de sa meilleure amie. Celle-ci s'était pas partagée, donc et en fait bon, il va lui parler pendant 5-6 heures toujours de ce problème-là. Il lui demande un ordinateur pour Noël, 200 €. Bon, enfin voilà, donc y a Clara qui dit oh là là, Leslie, évite-le et puis essaie de pas trop décrocher le téléphone quand c'est lui, protège-toi en gros. Et puis y a Jeanne qui nous envoie un petit mail pour dire Leslie, vous êtes quand même un peu jeune pour servir de nounou. C'est quoi cette histoire de grosses sommes d'argent entre vous? Il est pas admirable du tout, contrairement à ce que vous pensez. Il pense à lui en tout premier lieu, et il n'en a rien à faire de vous. Aucun respect, ce garçon. Alors vraiment, mettez de la distance entre vous. Il y a quelqu'un qui dit, d'ailleurs, vous avez dit à un moment, des trucs tout bêtes, au fond, on sent bien que vous savez qu'il abuse, ce garçon. Ne vous cherchez plus d'excuses et ne lui cherchez plus d'excuses. Et puis, il y a Val qui dit, vous êtes à l'âge, à 17 ans, où on se fait de beaux souvenirs. Allez vers d'autres jeunes gens, amusez-vous et respectez-vous un petit peu plus parce que ce garçon, lui, ne vous respecte pas. Et puis, il y a Nathalie à propos un peu de boulet, comme ça, il faut bien le dire, qui dit est-ce qu'on a des nouvelles d'Anne-Marie et de son pot de colle qui devait arriver hier? Non, elle peut plus appeler Anne-Marie. Anne-Marie, c'était cet homme qu'elle avait rencontré. Anne-Marie avait 50 ans. Elle pensait que voilà, c'était fini de sa vie de femme. Et puis, en vacances, elle rencontre l'amour. Seulement que l'amour, ça vire un peu au cauchemar parce que cet homme a beau être à l'étranger, il appelle 30 fois par jour. Si elle décroche pas, il appelle sur le portable. Et puis là, il vient finalement. Il avait décidé, elle aurait préféré que ça soit en mars. Non, il a décidé qu'il allait prendre l'avion et puis qu'il allait venir. Bon, pas de nouvelles d'Anne-Marie. À mon avis, il est là pour 17 jours. Donc pendant 17 jours, non, Nathalie ne pourra pas appeler. Elle va être trop prise par cet homme. Mais on a prévu de la rappeler pour prendre des nouvelles et envoyer une cellule d'aide psychologique en urgence s'il le faut. On veille à tout. On veille sur vous, vous savez, nous à Europe 1. Alors à propos des hommes justement et de leurs désirs, on a parlé la semaine dernière de ce documentaire de Serge Moati sur le désir masculin. Et figurez-vous que le même soir, en allant dans mon casier, là, Europe 1 courrier, je tombe sur un petit livre intitulé La sexualité masculine de Jacques André. C'est dans les Que sais-je, aux collections Presse universitaire de France, et je l'ai lu ce week-end. Et c'est un formidable petit livre qui parle de sexualité masculine de façon extrêmement intelligente. Jacques André est psychanalyste. Professeur de psychopathologie aussi à Paris Diderot, et il a fait ce livre à partir d'expériences cliniques de patients qu'il a sur le divan et puis aussi de lecture, et ça donne quelque chose de passionnant. Voilà, donc si ça vous tente, La sexualité masculine de Jacques André, que sais-je, collection édition Presse universitaire de France, et il a fait le même topo sur la sexualité féminine, mais allez savoir pourquoi on me l'a pas envoyé celle-là. Donc, mais moi, je suis contente. La sexualité masculine, on n'en sait jamais assez sur ces messieurs. Et puis, alors, dans un autre registre, le même soir, j'avais Caroline en vacances aux éditions Hachette Jeunesse. Que j'ai lu aussi, et j'ai passé un moment formidable parce que les moins de 20 ans ne peuvent pas s'en souvenir, mais la collection Caroline, vous savez, la petite fille blonde avec des couettes et une salopette rouge, et puis qui partait, qui avait toujours plein d'aventures avec ses animaux, Youpi, Pouf, Noiro, le petit chat, il y avait Pitou, le tigre, enfin bon, elle avait toujours sa bande de copains. J'imagine la tête des gens qui se branchent sur Europe 1, et c'est quoi ce délire, quoi? Surtout qu'à minuit 10, normalement, les enfants sont couchés. Oui, mais bon, écoutez, ça fait du
bien, un petit peu de régresser comme ça. Et figurez-vous que Caroline et ses amis fêtent leurs 60 ans, je vous assure, et pas une ride. Hein. On a toujours autant de plaisir à lire leur album. Bon, leur auteur, lui, Pierre Prost, aurait eu 100 ans cette année. Donc, merci à l'équipe d'Hachette Jeunesse qui m'a fait ce charmant petit clin d'œil. Voilà, la collection des Carolines. Et là, c'était Caroline en vacances, Caroline monitrice, voilà, avec toute sa bande. Allez, on va accueillir maintenant Sylvie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Oui, je vous remercie de m'accueillir ce soir, de m'écouter. C'est moi qui vous remercie. Et puis aussi, je voulais remercier Quentin et Jeanne qui m'ont vraiment accueilli aussi avec beaucoup de gentillesse. Ah, Quentin a laissé un souvenir ému à beaucoup d'entre vous. Oui. Mais c'est Paul ce soir. Ce soir, c'est Paul. Ah, il y a un petit moment, oui, et Quentin était formidable aussi. Il y a un petit moment qu'il ne fait plus qu'il n'est plus au standard de l'émission. Il est toujours à Europe 1. Mais c'est Paul qui est là. Voilà. Pardon, il était marqué par Quentin. Mais c'est pas grave, vous faites un petit clin d'œil à Quentin comme ça aussi. Oui, non, mais j'ai cru que c'était Quentin, mais bon, non. Mais il a été très, très, très sympathique. Ah, mais oui. On prend que des jeunes hommes sympathiques. Dommage qu'on et des les jeunes voit femmes. pas. Ah oui, vous voulez qu'on mette une petite webcam au-dessus de leur poste de travail? Oui, ça serait rigolo. Bon, je vais demander à la direction, à Monsieur Denis Oliven, là, s'il veut mettre une petite webcam, que vous les voyez, on va les laisser, c'est de la radio quand même, hein. Oui, bon. ça nous laisse imaginer. Voilà. Aussi. Voilà. Alors voilà, moi je vous téléphone parce que je crains de souffrir de phobie sociale. Ah. Alors, je vous explique. On va faire une émission, d'ailleurs, oui. ça me permet de dire, dans 2 semaines, le dimanche 17 février, sur les phobies. Et j'aurai le plaisir d'accueillir le professeur Pelli Solo, qui est chef de service de psychiatrie à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et donc, il a écrit un livre sur les phobies. On en parlera avec lui. Et bien évidemment, on parlera de la phobie sociale aussi. Eh bien, j'écouterai. Voilà. Alors, donc je vais un petit peu résumer. Il y a 5 ans, j'ai divorcé, donc j'ai fait une grave dépression. Oui. Et à la suite de cela, je suis allée au CMPP et on m'a prescrit un traitement. Voilà. Donc, pour soigner cette dépression, traitement que je suis toujours à très faible dose. Voilà. Et puis hier, en regardant un petit peu le papier, quand même, j'ai vu que ça traitait l'anxiété, la phobie sociale, les phobies sociales. Voilà. Alors, je vous explique. Donc, depuis ces 5 ans, j'ai suivi une formation d'auxiliaire de vie sociale. Donc, formation qui m'a j'ai réussi le diplôme. Et là, actuellement, je suis en train de suivre une formation d'aide médico-psychologique. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais des stages, je rencontrais des problèmes avec les professionnels. Ouais. Alors, déjà moi-même, quand je suis en stage, je suis une petite personne un petit peu qui suis en retrait, j'ai peur de poser des questions. Et puis, à un moment donné, je vais rencontrer des problèmes avec les professionnels. Voilà. Oui, avec les professionnels qui sont censés vous encadrer, Tout à fait, oui. Quel genre, toujours les mêmes problèmes? Comment vous dire? Alors, souvent, moi j'ai 50 ans, donc je suis encadrée toujours par des personnes qui sont plus jeunes que moi. Oui. Mais c'est pas vraiment cela qui me gêne. Oui, c'est pourtant pas toujours facile, hein, il faut dire ce qui est aussi. Oui, mais non, en fait, ça me gêne pas vraiment, mais c'est, comment expliquer, c'est au niveau des points de vue, des méthodes de travail, etc. Et là, dernièrement, je faisais un stage dans une maison de retraite et j'étais en unité protégée, donc auprès de résidents atteints de démence de type Alzheimer. Donc c'est un public que je ne connaissais pas trop bien et donc je tournais avec 2 équipes composées d'une AMP et d'une AS et c'est plus particulièrement avec une AS que j'ai eu des problèmes. Oui. Et tant et tant que la première semaine, j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter. En plus, j'avais une animation à mener, si vous voulez, puisque je dois valider ce module-là. Et j'ai pas confiance en moi. J'ose pas poser des questions, alors ça pose problème.
et on m'a dit que j'avais eu du mal à m'adapter, à trouver ma place, etc. Et tant que la cadre infirmière est descendue et ma formatrice est arrivée et comme toute la semaine, j'ai eu que des soucis avec une des aides-soignantes, j'ai craqué, j'ai pleuré et la cadre infirmière, elle m'a dit puisque on était parmi les résidents, elle m'a dit on pleure pas devant les résidents comme ça. Ah, ça m'a... C'est un peu dur de vous dire ça parce qu'en même temps, qu'est-ce que vous voulez, vous craquez. Elle peut vous le dire après coup, une fois, dire que effectivement c'est un peu gênant, mais pas quand la personne craque parce que surtout qu'en plus les résidents, je veux pas être cynique, mais si c'est des personnes qui étaient en unité protégée, vous voyez, c'est pas, ça peut arriver en plus de craquer, on cherche plutôt dans un premier temps, je trouve, à vous réconforter, même s'il est vrai qu'après, on essaie d'analyser, de comprendre et de voir que c'est peut-être que ça pose problème et qu'est-ce qui vous a mis autant en difficulté. Mais Tout à fait, oui. En fait, j'ai trouvé que sa réflexion était assez dure quand même. Oui, parce que elle l'est, oui. Oui, parce que disons que je suis quand même quelqu'un de très empathique et peut-être trop d'ailleurs, oui. Oui, c'est bien dans votre métier, mais peut-être que vous ressentez toutes les émotions, vous faites éponge, voilà. Oui, je suis aussi très sensible et j'ai beaucoup donné pour ces personnes parce que les personnes âgées, c'est un public que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup investi. J'ai acheté des bouquins pour mieux me renseigner sur la maladie, etc. Oui, vous êtes consciencieuse, vous êtes motivée. Voilà, je suis consciencieuse. Alors, je suis lente, laborieuse, mais consciencieuse. Et quand il y a quelque chose qui me motive, j'arrive à mes fins. Mais c'est vrai que je suis lente. Et justement, donc, je devais rester 1 mois dans cette unité. Et donc la cadre infirmière m'a dit oui, au bout d'1 semaine, vous devriez déjà vous adapter. Et déjà le 2e jour, elle m'a dit il faudra que vous me présentiez votre projet d'animation. Je lui ai dit écoutez, moi je connais pas encore les personnes, je ne sais pas de quoi elles souffrent, de quoi elles sont capables, qu'est-ce que je peux faire avec elles, parce qu'il faut que ça soit quand même un projet qui soit personnalisé auprès d'une ou plusieurs personnes. Donc je peux pas déjà... j'ai l'impression... Elle vous bouscule, elle vous bouscule. Alors que vous avez, justement, si vous dites si vous êtes lente, c'est certainement parce que vous avez vraiment envie de bien faire, vous êtes assez perfectionniste, j'imagine. Peut-être bien. Alors j'ai quand même un petit peu réfléchi à tout ça et c'est vrai que lorsque j'étais petite, jeune, j'étais très complexée parce que je portais des lunettes, j'étais très myope. Donc j'étais une enfant solitaire. Je n'ai pas eu de copains, ni de copines, ni d'amis. Donc j'étais toujours dans un coin. Et donc même en classe, j'étais toujours toute seule. Personne ne voulait jouer avec moi, personne ne voulait être à côté de moi. Et ça m'a toujours... comme on parlait tout à l'heure, maux de ventre, tout le temps, et je me souviens très bien, que j'avais souvent mal au ventre. J'avais aussi des parents, surtout mon père, qui voulait absolument pas que je sorte, donc je n'ai pas eu d'adolescence, toujours resté chez moi, donc j'ai beaucoup lu. C'est vrai que ça me sert actuellement, mais je veux dire, j'ai beaucoup lu, donc j'étais toujours toute seule et j'ai eu vraiment jamais d'amis. Et là, je me rends compte que maintenant, c'est difficile pour moi d'aller vers les autres, alors que j'adore aller vers les autres. Oui, vous aimez vous occuper des autres et vous êtes certainement pleine d'empathie, comme vous dites, et très chaleureuse. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, vous dites, vous aimez les personnes âgées, travailler auprès des personnes âgées. Donc, ce qui est important, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Et surtout dans les unités que vous décrivez, là, unités protégées avec des personnes âgées qui ont des problèmes de démence, donc il faut vraiment être très motivé parce que c'est complexe. Ça peut être même ingrat, un peu comme travail. Oui. Donc, mais vous voyez, dans l'enfance que vous décrivez, ou
quand bien même si vous étiez une petite fille un petit peu timide, un peu réservée, bon, le fait, on voit comment ça change selon les époques, mais c'est vrai qu'il y a eu, à cette époque, les enfants qui portaient des lunettes étaient... moi j'avais des petites bouteilles, comme on dit. Voilà, en plus, si vous étiez très myope. Donc, malheureusement, ça les marginalisait et on s'en prenait soin. Moi, je me souviens, on en parlait, il y avait les serpents à sonnettes, comme on les appelait. Enfin, c'est terrible. Non, mais il y avait des moqueries qui peuvent blesser très profondément un enfant. Bon, le fait de passer votre scolarité où vous étiez comme ça, personne voulait jouer avec vous, vous étiez comme ça à l'écart. Bon, et malheureusement, en plus, si les parents, parce que ce sont des personnalités anxieuses eux-mêmes, votre père qui ne voulait pas que vous sortiez, ou qui recevaient peu, peut-être eux-mêmes avaient peu de vie sociale. Ça ne fait que renforcer, entrer en résonance avec une personnalité d'enfant avec une personnalité un peu anxieuse, un peu timide plus qu'anxieuse, un peu timide, un peu réservée. Mais voyez, vous n'avez pas eu un environnement aussi familial qui vous a aidé à avoir confiance en vous, à prendre confiance en vous, à vous ouvrir aux autres. Donc je trouve que malgré tout, vous faites un métier auxiliaire de vie. Donc, ou un métier où vous voulez justement aider des personnes, enfin être auprès de personnes, un métier de relation. Donc vous n'êtes pas devenu, vous auriez pu être dans un bureau à vous couper du monde. Je trouve que c'est très courageux de votre part. Enfin, ça montre votre désir. Finalement, il y a une partie de vous qui a envie d'aller vers les autres. Mais vous pouvez pas changer votre personnalité comme ça, assez discrète, assez réservée, assez timide du jour au lendemain. Alors c'est vrai que si vous tombez sur des personnes qui vont comprendre et qui vont pas vous brusquer, vous laisser vous adapter, ça va aller. Mais si vous tombez sur des personnes qui vous bousculent, vous craquez, quoi. Vous n'êtes pas bien. Ah oui. Disons que lorsque j'ai passé mon diplôme d'état d'auxiliaire de vie, j'étais aussi dans une maison de retraite, mais c'est pas les résidents eux-mêmes qui me... pas du tout, au contraire, ils me trouvaient très empathiques, ils aimaient bien discuter avec moi, je prenais soin d'eux, je leur laissais le temps de faire. Voyez-vous, chose qui est pratiquement impossible lorsque vous avez beaucoup de résidents comme ça le matin à s'occuper. On aimerait pouvoir donner du temps, mais malheureusement, le temps n'en a pas et pas beaucoup. Et je me souviens de la réflexion de la directrice qui m'avait dit que je n'étais pas rentable. Ça m'a coupé, pas rentable. Oui, certes. Parce que je n'allais pas assez vite. Alors c'est vrai que j'ai 50 ans. On sait comment ça va d'aller vite et parfois justement on leur laisse même pas le temps d'avaler le repas. Parfois la vitesse ça frise la maltraitance. Oui, c'est souvent lié, c'est-à-dire qu'on prend plus le temps de s'occuper à un âge où ce qui est complètement fou parce que à un âge où justement pour des gens âgés, quand on est le rythme de vie est terriblement agressif déjà. Tout va vite aujourd'hui. On est dans un monde où tout va vite. Et on oublie que justement, quand on est vieux, on est ralenti. Donc déjà, c'est agressif. Alors en plus, pour des personnes qui sont en maison de retraite, médicalisées, dans des unités de vie, où elles protégées, où justement elles ont des maladies d'Alzheimer ou autres maladies comme ça, le rapport au temps n'est plus du tout le même. Donc il faudrait pouvoir prendre encore plus de temps. Mais vous voyez, malheureusement, je trouve que dans un domaine où vous êtes là pour apprendre, en plus, moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que vous êtes là pour apprendre. Et on voudrait déjà, au bout de 2 jours, que vous sachiez quoi faire. Alors, comme si vous imposiez votre projet, alors que je trouve très judicieux de dire, vous attendez déjà de voir auprès de qui vous travaillez, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer en fonction des personnes dont vous vous occupez. Enfin, je trouve ça très respectable comme choix. Et mais bon, évidemment, si vous avez en face une logique économique où on vous dit que vous n'êtes pas rentable, pauvre, évidemment, vous voyez, c'est ces 2 logiques qui s'opposent. Alors après, bien évidemment que malheureusement il y a des contingences matérielles et que vous pouvez pas passer, je sais pas, le double ou le triple du temps. Mais il n'empêche que vous ayez envie, et surtout à un moment où vous êtes en stage et en formation, de tendre vers le mieux, on ne peut que louer ça. Vous aurez bien le temps après, malheureusement, d'être dans une contrainte de réalité, de temps, d'efficacité, tout en essayant de bien faire. Mais là, je trouve que c'est sacrément violent de vous renvoyer ça, parce qu'en plus, on oublie que vous êtes en formation. Mais peut-être que là, il y a le fait de votre âge, c'est-à-dire que vous dites vous avez 50 ans, vous évoluez au milieu de gens jeunes, et c'est comme si, du coup, comme vous avez 50 ans, ils pensent que vous avez déjà vachement d'expérience derrière et tout. Vous avez une expérience de la vie, mais pour le coup, vous êtes en stage. Donc vous apprenez. Tout à fait.
En fait, la personne, la directrice qui m'a dit que j'étais pas rentable, j'étais dans une maison de retraite, hein, donc pas à faire médicaliser, mais bon, mais là où j'ai réalisé mon stage, là, en unité de vie, donc l'aide-soignante a regardé sa montre, elle m'a dit 20 minutes chronométrées et il y fait. Et moi, bon, le lit au carré, c'est pas le truc que je fais couramment. Ouais, c'est pas l'armée. Donc elle a minuté et elle m'a dit, Moussa, tu sais, personne Alzheimer, il faut aller très vite, hein, parce qu'il faut pas aller. Ben, j'étais avec ce monsieur et je veux dire, il a pas eu de. Je veux dire, il n'était pas énervé, il était calme. Je lui parlais, je lui donnais le gant, il se lavait le visage, etc. Donc on a fait la toilette simplement. Après, je lui ai fait son lit, on a continué à discuter. Et pour elle, ben, c'était pas assez rapide. Alors, tant étant que, voilà, ce qui s'est passé, c'est que mon module n'a pas été validé. Je n'ai pas pu faire mon projet d'animation parce que la cadre infirmière m'a dit un matin, ben, vous prenez vos affaires et vous rentrez chez vous, c'est fini. Je peux vous assurer comme ça, que là, de cette façon-là? Oui, parce que je devais rencontrer la psychologue pour lui présenter mon projet d'animation. Donc, hein, c'était une personne qui était d'origine alsacienne, donc j'avais tiré des photos, voilà, et je devais lui faire. Enfin, donc elle avait de très très bons souvenirs de l'Alsace, etc. Donc j'avais fait Qui, la psychologue? Non, je devais la rencontrer pour lui présenter mon projet d'animation. Mais l'Alsace, c'est par rapport à qui? Ah, par rapport à la résidente Alzheimer. Ah oui, parce que je me demandais pourquoi vous... D'accord, oui, je comprends. Voilà, parce qu'elle était d'origine alsacienne, cette personne. Et donc, grâce à un support, donc image, eh bien, elle pouvait revivre des souvenirs agréables. Voilà, donc c'est curieux parce qu'en fait, comme je présentais le menu chaque jour, là c'était le menu choucroute et là justement il y a une dame, ben, je suis alsacienne donc vous voyez après on a discuté comme bon j'habite en Bourgogne après ben j'ai pas voulu laisser les autres de côté donc j'ai dit aussi en Bourgogne et ben on fait des bonnes choses donc voilà il y a eu une discussion animée et puis cette dame donc ça lui a fait revivre des émotions, des souvenirs, etc. Sa maman, son papa, les Noëls, etc. Et puis elle nous a même chanté la tyrolienne. Alors, j'ai dit, chouette, alors... elle s'animait, elle était heureuse. Ah là, oui, puis les autres l'écoutaient, et puis les autres... Il avait peut-être jamais vu comme ça. Comment? Il avait peut-être jamais vu comme ça. Heureuse, j'en sais rien, parce qu'en fait, c'est passé inaperçu. Franchement, et donc j'ai élaboré tout mon projet d'animation là-dessus. J'avais acheté aussi des bouquins pour pouvoir, parce que bon, j'étais pas très aidée, faut dire. Vous étiez hyper investie. Que vous a dit la psychologue alors? Eh ben, j'ai pas eu le temps de la rencontrer parce que quand je suis arrivée, la psychologue, bon, elle a eu un pépin avec son fils qui est à l'hôpital, et donc je suis allée voir la ANP pour récupérer mon projet d'animation que je lui ai présenté. Elle m'a dit, attends, il y a la cadre infirmière qui veut te parler. Alors je lui ai parlé. Elle m'a dit, bah écoutez, puisque c'est ainsi, oui, parce que c'est vrai que la veille, voilà, il s'était passé un incident. C'est que, alors je ne sais pas pourquoi, on m'a pris mes affaires dans mon casier. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée, j'avais plus d'affaires, donc plus de chaussures, plus rien. Et puis, quand je suis arrivée au service à midi, les collègues qui étaient en train de servir les résidents m'ont dit, écoute, tu peux aller prendre ta pause et déjeuner. Donc, je suis partie déjeuner. Et quand j'ai commencé mon repas, la cadre infirmière est arrivée. Et elle m'a dit, c'est bien commode de commencer sa journée par déjeuner. Je lui dis comment? Je dis écoutez, moi, les personnes m'ont permis d'aller déjeuner, donc je déjeune. Sûr, mais j'étais agressée et du coup j'ai été énervée. Et, c'est-à-dire que oui, c'était injuste. C'est-à-dire que c'était pas de vous-même, c'est vos collègues qui vous disent profite de ça pour aller déjeuner. Bien sûr. Oui, mais elle m'a dit oui, mais ce sont des remplaçantes. Votre référente n'est pas là. Alors effectivement, ma référente était elle-même en pause. Donc il y a eu un malentendu. Et c'est vrai que. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'affaires qui ont disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes chaussures. Oui. Vous les avez retrouvées? Alors, oui, ça a été retrouvé. Bizarrement. Et en fait, le lundi, c'est-à-dire, j'ai quitté mon service à 8h du soir et la collègue avec qui je m'entendais pas, l'aide-soignante, a quitté son service à 21h. Alors, je ne sais pas
s'il y a eu quelque chose avec elle ou pas. Je ne sais pas. Le lendemain, je suis arrivée, mes affaires avaient disparu. Donc, j'avais plus de chaussures, quoi. Si vous voulez, j'avais plus mes chaussures en plastique. Alors, je suis allée en réclamer une paire et j'ai mis une petite note. La personne qui a emprunté mes affaires, de les rapporter, de les mettre sur une chaise. Alors, on a fait le tour des casiers avec une responsable, rien, le casier vide. Et puis, curieusement, ma formatrice m'a appelé, on va dire vendredi, pour me dire de récupérer mes affaires, qu'elles avaient été retrouvées. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre. Alors, donc, le mercredi, j'étais mais c'est une entourloupe, quoi. Voilà, le mardi, j'étais un petit peu énervée, si vous voulez. Et donc, lorsque la cadre infirmière m'a fait cette réflexion, c'est vrai que j'ai eu un mouvement de colère. Oui. J'ai repoussé mon assiette assez violemment, parce que j'étais vraiment énervée. C'est-à-dire que tous les matins, je venais avec le nœud à l'estomac. Je me disais, qu'est-ce qui va encore se passer avec l'aide-soignante ? À un moment donné, je prenais des notes. L'aide-soignante m'a dit, je veux voir ce que vous écrivez sur votre cahier. Je lui ai dit, j'ai pas 17 ans. Oui. C'est personnel. Oui, c'était un problème personnel avec cette aide-soignante là qui vous avait pris en grippe. Tout à fait. Oui. Et ça s'est accumulé au fond. Et donc. C'était votre référente, l'aide-soignante ? Non, parce que l'aide-soignante, elle est dans le corps médical et moi, je suis dans le corps social. Donc, en fait. Et qui était votre référente ? C'était l'une ou l'autre des AMP. Et personne n'a pris votre défense ? Non, personne n'a pris. Alors, c'est vrai qu'il y avait une équipe d'AMP et aide-soignante avec laquelle je me suis bien entendue, avec qui je pouvais discuter. Hein, et l'autre équipe, ma foi, je peux dire que j'ai été mal encadrée. Oui. Et comment, par rapport au fait que donc ça soit arrêté votre stage, comment allez-vous faire ? Parce qu'il faut que vous ayez un stage pour le valider, parce qu'il faut que vous validiez votre année. Il ne faut pas vous arrêter à cette expérience pénible j'ai là. Ma formatrice et elle m'a proposé donc. Puisque pour moi c'était compliqué entre guillemets de travailler avec des personnes âgées, mais non, Alzheimer. Mais c'est pas avec les personnes Alzheimer que vous aviez un problème, c'était avec des personnes de l'équipe. Faut pas tout confondre. Parce que moi je vais dire, parce que quand je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans votre voix. Je trouve, vous devez être très apaisante. Je trouve quand la façon dont vous décrivez, vous devez certainement, parce que, et souvent les personnes Alzheimer qui ont perdu comme ça des repères, qui se repèrent plus dans le temps, elles sont souvent très angoissées. Et je trouve que, je vous écoute depuis tout à l'heure et je trouve qu'il y a énormément de douceur qui se dégage de vous, enfin qu'on entend dans votre voix, dans votre façon de faire quand vous parliez du lit que vous faisiez, quand vous avez demandé 20 minutes et pas plus. Et surtout la réflexion. Tu comprends, avec les Alzheimer, il faut faire vite. Ah oui? Ça c'est intéressant. Et pourquoi? Parce que là, vous voyez, alors on pourrait demander pourquoi il faut faire vite avec les Alzheimer. Au contraire, je dirais que c'est presque les patients avec qui il faut prendre beaucoup de temps. Parce qu'ils ont besoin d'être apaisés, d'être sécurisés. Donc je comprends pas très bien. C'est quoi? Il faut s'en décharger là, vite fait. Enfin, donc il y a peut-être, vous voyez, vous êtes en formation et en fait on vous déforme. Et je trouve que il y a quelque chose de là encore, il faut bien dire à votre formatrice que c'est pas auprès des patients que vous avez été en difficulté. Et justement, c'est pas auprès des patients, parce que vous savez, le soir, lorsque je quittais à 8h du soir, il y avait un monsieur, on peut dire un petit peu agressif, qui déambulait, qui allait de ci, de là. Et avec ce monsieur, je discutais tranquillement de tout et de rien. En plus, c'est un monsieur, il avait l'impression de voir son frère dans le reflet de la vitre. Donc je discutais et puis après ce monsieur il est parti, donc j'ai discuté avec une autre personne, on discutait de tout et de rien. Et puis donc l'aide-soignante est venue la chercher et elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis je discute avec ces gens, il est 8h du soir, ils sont fatigués, toute l'après-midi on a fait des animations ensemble, on discutait et puis là elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là d'un ton agressif, et elle s'est mise un peu à m'engueuler. Je lui ai dit, mais écoutez, là, on discute, on est paisible. Elle me dit, tu ferais bien de faire une marche avec ces... Non, mais elle croyait que j'allais déambuler avec les personnes. Une marche, oui. Non, mais alors qu'au contraire, justement, quand ils déambulent, c'est souvent quand ils sont angoissés. Et que là, finalement, vous l'avez un peu canalisé, il était moins angoissé. Vous n'allez pas déambuler avec eux dans les couloirs. Ça n'a pas de sens. Oui, écoutez, moi, je pense que vous étiez malheureusement tombé au sein d'un service où il y avait beaucoup de dysfonctionnement, où les gens prenaient ça un peu par-dessus la jambe, comme, voilà. Et puis, mais ça, c'est une mauvaise expérience. Mais par rapport à ce que vous dites, moi, j'ai pas le sentiment, enfin,
enfin, écoutez, vous pourrez écouter l'émission du 17 février. Je veux pas m'avancer avec le professeur Pellissolo, mais moi, je trouve que ça ressemble pas à la phobie sociale, ce que vous décrivez, parce que c'est pas vous êtes d'une nature un peu réservée, très consciencieuse, très certainement assez anxieuse, c'est vrai. Oui, assez anxieuse, mais c'est pas forcément. C'est vrai que dans la phobie sociale, il y a l'anxiété, ça fait partie des troubles de l'anxiété d'ailleurs. Mais enfin, je veux pas dévoiler l'émission, mais si vous voulez, je trouve que la phobie sociale, c'est vraiment on a toujours peur du jugement de l'autre, on a toujours peur de prendre oui, mais parce que vous êtes anxieuse, mais on a peur de prendre la parole en public, on a peur. Enfin, je trouve que c'est chez vous, vous arrivez quand même à travailler, vous arrivez alors. Après, peut-être vous êtes. C'est vrai parce que d'autre part, je suis formatrice au geste de premier secours, donc je suis obligée de prendre la parole devant une cinquantaine de jeunes. Et ça, j'y arrive très bien, si vous voulez. Donc bon, alors vous voyez. Donc je pense que si vous souffriez vraiment de phobie sociale, vous pourriez pas prendre la parole devant 50 personnes. Hein. Mais vous savez, ça m'a foutu un coup que maintenant et puis en plus cette aide-soignante m'a dit. Tu ne seras jamais AMP. Ah, j'ai dit mais de quoi mais qu'est-ce qu'elle en sait, elle? Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est pas elle qui va vous donner, elle est pas responsable de votre formation. Mais ça, c'est de la méchanceté à l'état brut. C'est bon, voilà, ça, c'est des problèmes interpersonnels. Comme malheureusement, il peut en arriver dans toutes les structures professionnelles. Hein. On peut rencontrer des rivalités et pour autant, il faut pas se laisser démolir. C'est plus perturbant quand on est en formation et vous reprenez une formation à 50 ans, ce qui est très courageux. Mais je pense au contraire que auprès des personnes qui sont en très grande fragilité, vulnérables, je pense que dans ce que j'entends de vous, vous avez beaucoup à apporter. Alors après, évidemment, ça veut bien sûr qu'il faudra aussi que on ne peut pas. Il y a le contact avec les patients et puis il y a le contact avec l'équipe. Vous pouvez pas être complètement isolé, marginalisé d'une équipe. Mais peut-être que là, l'expérience que vous avez vécue, vous étiez dans une équipe où il y avait des dysfonctionnements. Bon, et où du coup vous dérangiez parce que vous aviez une autre approche. Ça veut pas dire que vous ne pourrez pas trouver. Des structures dans lesquelles vous pourrez apporter beaucoup aux personnes et aussi avoir de bonnes relations avec vos collègues. Alors plus ou moins bonnes parce que c'est comme partout. Hein. Il y a des personnes avec qui on s'entend bien et d'autres moins bien. Mais je crois qu'il faut pas vous décourager. Disons que la formatrice, là, maintenant, m'a demandé de trouver un autre stage. Alors, depuis que j'ai eu la réponse, donc, parce que c'est la prise en charge, je peux vous assurer que depuis le mois d'août, je fais toutes les maisons de retraite et tous les foyers, etc., pour trouver un deuxième stage. Donc là, elle m'a dit voir avec un foyer occupationnel, de façon à ce qu'il y ait plus d'AMP que de soignants. Parce qu'apparemment, ça serait mon problème. Le côté soignant. Et il y a une chose dans la formation aussi qui me fait assez bisquer, c'est quand on parle de dialogue, de conflit, etc. En formation, on vous apprend les bonnes manières. Mais quand vous arrivez dans une structure où il y a des conflits, les gens n'osent pas se parler et plutôt que de parler à la personne, ils vont aller tout raconter à la cadre infirmière qui tout d'un coup déboule et vous en met plein la tête. Ça, alors toute la journée, on est là pour les résidents, pour les stimuler, leur remonter le moral, pour les tirer vers le haut. Et puis là, avec le personnel, au contraire, Alors, en tout cas, j'ai pas mal de messages. Je vous interromps, j'ai pas mal de messages. Et puis, on va accueillir Catherine qui est avec nous au 39-21. Il y a Martine de Forbach qui dit rentabilité ou efficacité. Perso, vous êtes dans le vrai. Ne changez pas. Surtout, je suis auxiliaire de vie sociale. Je me bats tous les jours pour et avec des gens comme vous. Restez comme vous êtes dans le juste. Il y a Cathy qui dit je trouve le monde bien cruel et injuste ce soir, autant pour vous que pour vos patients. Il y a quelqu'un qui me dit je suis AMP depuis 96. Lors de mon stage en formation, j'ai eu ce genre de réflexion. Attendez, pardon, parce que j'ai eu ce genre de réflexion en maison de retraite et un rapport de stage pitoyable. L'inverse, dans les structures médico-sociales, ça s'est toujours très bien passé. Les exigences ne sont pas les mêmes. Il y a Luc qui dit phobie sociale. Moi, je pense plutôt vous avez eu une hiérarchie zélée, voire tyrannique. Hein, c'est plus de ce côté-là. Et puis il y a quelqu'un qui dit je veux dire à Sylvie, t'inquiète sister, j'ai connu également les mêmes problèmes dans mes stages. Passer le diplôme à 44 ans l'année dernière, c'est dur et j'ai vécu moult choses difficiles aussi. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Je boue. Ah bon? Eh ben alors, dites-nous tout. Je suis anciennement cadre supérieur, infirmière cadre supérieur de santé et cadre expert en soins infirmiers. Oui. Et je suis très choquée, mais malheureusement quelque part pas étonnée du comportement de ce cadre infirmier et de cette aide-soignante. Et je crois que c'est Sylvie qui s'est exprimée. Oui, c'est moi. Oui. La rassurer sur son comportement que je trouve tout à fait professionnel et admirable. Et que cette aide-soignante, eh bien, elle est, pardonnez-moi de parler comme ça, mais qu'une aide-soignante, c'est-à-dire elle doit aider l'infirmière dans les soins, mais elle n'est pas animatrice. Et certes, on demande aux aides-soignantes et au personnel soignants dans les services de gériatrie de participer à l'animation des patients, mais à mon avis, elle n'est pas du tout capable d'encadrer une stagiaire. Elle peut apporter un plus de son expérience, mais encadrer vraiment au sens propre du terme, j'en doute. Et en tous les cas, un cadre infirmier, par définition, est cadre et donc doit encadrer. Et au lieu de rejeter Sylvie, elle n'avait qu'une raison d'être, c'est de l'encadrer et de l'accompagner dans son projet. Que je trouve d'ailleurs très, très intéressant dans l'exemple qu'elle a donné par rapport à cette patiente d'Alsace. Et la problématique à l'hôpital, je l'ai vécue moi en tant que cadre supérieur, enfin en cadre infirmier certes, mais cadre supérieur, où j'ai eu à réagir par rapport à des infirmières qui ont très très mal noté une élève infirmière. Elles ont voulu carrément la casser et lui faire échouer son diplôme d'État. Et il a fallu que j'intervienne auprès de la directrice de l'école d'infirmière et que je réagisse par rapport à cette situation. La directrice m'a dit qu'en tant que cadre supérieur, j'avais tout à fait le droit de défendre cet élève. Et j'ai demandé aux autres infirmières avec qui j'ai parlé et qui étaient complètement différentes de ce comportement vindicatif de quelques-unes qui, comme vous l'avez évoqué, Caroline, la problématique de fond, c'est que les infirmières, en tous les cas, quand elles encadrent une élève, elles attendent de l'élève qu'elle soit déjà professionnelle et plus encore professionnelle et expérimentée qu'elle ne le sont elle-même. Et ça, c'est une grande problématique qui existe dans beaucoup de services et j'en ai beaucoup parlé avec mes collègues. Oui, c'est pas donné à tout le monde d'être formateur, de pouvoir accompagner, d'aider quelqu'un, enfin de faire un travail d'encadrement. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais il y a surtout quelque part, j'ai honte de dire ça, mais c'est un abus de pouvoir. C'est vrai, non, mais vous avez raison aussi. Je pense, qu'il y avait ça. C'est ce pouvoir. Moi, j'ai le diplôme et toi, tu n'es que stagiaire. Absolument. Moi, j'ai ressenti ça aussi. Moi, j'ai le savoir et toi, tu ne sais rien. Bon, quand même. C'est faux parce qu'on apprend beaucoup des stagiaires. Oui, on apprend c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est toujours. C'est vrai que c'est une surcharge de travail au départ. Il faut quand même le dire, de pouvoir former quelqu'un, mais ce regard neuf est aussi très enrichissant. Tout à fait, oui, parce qu'on ça c'est quelque part une surcharge. Moi, j'ai beaucoup aimé encadrer, donc. Mais en attendant, il faut quand même reconnaître aussi que le personnel, entre guillemets, se sert beaucoup des stagiaires. Ah, ça. Donc, elle leur donne souvent les tâches les plus ingrates, oui. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire alors pour conclure, parce que merci beaucoup d'avoir appelé Catherine à Sylvie par rapport à la suite. Reste elle-même. Parce que si je l'avais eu en stage, j'aurais été absolument ravie. Je la sens tout à fait professionnelle. Il faut absolument qu'elle puisse avoir un soutien de la part de ses formateurs. C'est aussi le rôle des formateurs. Et je ne sais pas si elle est en région parisienne. Ah non, pas du tout, je suis en Bourgogne. Ah, c'est dommage, parce que j'aurais pu la mettre en contact avec maison de retraite, parce que je me suis beaucoup occupée d'une personne âgée à Alzheimer, justement, et donc quel dommage. J'aurais pu la faire rentrer dans cette maison de retraite et expliquer la situation et qu'elle soit bien encadrée. Vous n'avez personne, vous n'avez pas de famille qui pourrait à Paris, qui pourrait vous accueillir, faire un stage, non? Ça serait bien. Non, mais là, de toute façon, je dois choisir un stage auprès d'un autre public que les personnes âgées. D'accord. Bon, oui, mais comme on sent que vous vous sentez bien auprès des personnes âgées, conservez, gardez confiance en vous, vraiment, parce que je trouve qu'il y a, encore une fois, il y a quelque chose de très apaisant qui se dégage de vous, et je pense que ça fait beaucoup de bien aux personnes. Donc accrochez-vous. Très très chaud au cœur. Et c'est vrai que lorsque je suis auxiliaire de vie, alors c'est vrai que autrefois, quand mes enfants étaient petits, j'étais très attirée par la petite enfant, donc j'étais en maternelle, j'ai travaillé en crèche, et quand on me parlait de personnes âgées, oh là 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 là, non, c'est pas possible, jamais je ne pourrais changer la protection de personnes âgées. Pour moi, c'était non. Et je sais pas, peut-être en vieillissant, ma maman étant devenue plus âgée,
Au contraire, j'ai dit, mais non, les personnes âgées, oh là, elles ont, mais on sent que vous en parlez avec beaucoup de bienveillance. Oui, bien sûr qu'il y a des histoires de vie. Bien sûr. Histoire. Elles ont tellement de choses à nous dire, à nous transmettre. Oui. C'est vrai que c'est tout. Oui. Et tout le monde recherche par la généalogie, par les. C'est vrai. Mais donc c'est pour ça, accrochez-vous, ne perdez pas confiance et puis validez cette formation. Et moi, je suis sûre que ça se passera bien. Parce que je pense que c'est plus un peu de timidité, de tout ça lié à votre histoire. Mais je trouve d'autant plus courageux, à votre âge, de reprendre cette formation et une formation qui est dans la relation en plus. Et je pense que, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes effectivement très doué pour ça. Et c'est ce que vous dites, Catherine. À cette aide-soignante et à ce cadre infirmier, je le maintiens et j'en suis absolument convaincue. Bon, et alors, vous voyez, Catherine a été un cadre infirmier. Donc, beaucoup aimé l'avoir avec moi. Vous voyez. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et puis, donnez-nous de vos nouvelles alors, dans quelques temps, dans votre prochain stage. D'accord ? Il faut qu'on conclue. Il y a des personnes qui veulent mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Par rapport à la formation, à votre travail. Il faut bien préciser, non. Alors si, parce que c'est pas juste à titre personnel, il faut que ce soit. Oui, voilà. Par rapport, oui. Oui, est-ce que vous faites et voilà. Non, j'ai bien dit que c'était pas pour trouver un travail, un lieu de stage, mais pour parler de cela. Voilà, je précise parce que parfois c'est pas toujours bien compris et on a des demandes qui sont pas forcément adaptées. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup, Catherine, également. Et bonne chance à vous. Oui. Au revoir. Au revoir, merci. Majesté qui veille sur le petit royaume de la nuit. Allez, on accueille maintenant Jean-William. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-William. Alors, vous vouliez revenir sur le témoignage de Nadia, la toute première auditrice qui nous parlait de son fils de 11 ans qui avait mal au ventre depuis qu'il était au collège et ça se passait pas bien et qui était un peu le bouc émissaire des autres enfants. Vous avez 18 ans ? Oui, c'est ça. Et vous avez un peu connu cette situation ? En fait, moi, ce que j'ai connu, c'est que ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune, c'est que j'étais victime de, pas vraiment de harcèlement de la part de mes professeurs, mais quand j'étais en classe de CE1, CE2, donc une classe mixte. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que moi, qui avais des problèmes de reflux gastrique, en fait, ma professeure était obligée d'avoir une ordonnance sur elle avec un inhalateur, si ma mémoire est bonne, parce que j'avais tendance à m'étouffer à cause de mes reflux gastriques. Ah oui, à ce point-là. Oui, c'est ma mère qui m'en a parlé. Et c'était votre prof qui faisait les soins ? Quand ça allait vraiment pas, oui, on a dû se mettre à dos la mairie, on a dû se mettre à dos la directrice, etc., qui voulait pas comprendre, et à cause de ça, la professeure a failli se faire renvoyer. Et oui, parce qu'on disait que c'était pas son rôle, s'il y avait eu un problème, peut-être, qui n'était pas médecin, quoi. Mais il y avait une ordonnance, il y avait l'avis du médecin, il y avait tout ça. Bon, après, c'est autre chose. Mais bon, ça, c'est une situation que j'ai connue. Après, il y a eu d'autres choses. Ça, c'est pour faire brièvement la primaire, parce que j'ai été victime aussi de violences verbales qui ont un peu joué sur mon état, même si j'avais à peu près quelques amis à l'époque, ce qui était le cas. Après, ce qui s'est passé au collège, en fait, j'ai fait pas mal d'établissements différents dans ma vie. C'est que j'ai fait l'école maternelle, de mon village. J'ai fait l'école primaire de mon village et en moitié de CM1, j'ai changé pour l'école primaire d'un autre village, en fait. Bon. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ma directrice de mon école n'a pas toléré que je sois pas bien et m'a dit a dit à mon père. Mais qu'est-ce que vous aviez ? Pourquoi justement quand vous dites pas bien, c'est-à-dire que vous aviez ce problème médical, c'est ça, de reflux gastrique ? Oui. D'accord. Bon. Et en fait, on peut dire que j'étais différent des autres parce que j'ai pas de problème physique particulier. Il y a pas à dire là-dessus. Mais des problèmes médicaux de genre comme ça, oui, ça c'est ce qui faisait la différence déjà à l'époque. Et j'étais déjà plutôt renfermé sur moi-même, même si j'essayais d'extérioriser, etc. J'allais vers les autres, etc. Encore, ça allait à cette époque-là. Mais après, ça a commencé à se dégrader quand j'ai eu 2-3 jeunes qui se sont mis sur moi, entre guillemets. Ils ont commencé à m'agresser verbalement et ça a failli dégénérer. Et puis bon, après, etc., il y a eu toutes les histoires.
Mon père est intervenu pour dire maintenant t'arrêtes à l'autre enfant en disant maintenant t'arrêtes, ça suffit quoi, parce que sinon ça va dégénérer. Puis après il n'y a plus rien eu, heureusement. Bon. Mais je veux dire, arriver à ce point-là alors qu'on est qu'en primaire, c'est quand même... mais il y a des problèmes en primaire, hein, déjà des problèmes d'agressivité, de violence, d'enfants qui peuvent être comme ça, souffre-douleur. Bien sûr que ça peut arriver, même dans des petites classes. Et qu'il est important que les enseignants aient un rôle à jouer, évidemment les parents quand ils apprennent, mais ce sont les enseignants qui peuvent repérer aussi ces phénomènes-là lors des récréations notamment. Où on voit un enfant par exemple qui est toujours isolé, c'est problématique. Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est là où pardon, excusez-moi. C'est devenu comme ça au collège en fait. Quand je suis rentré au collège de mon village, j'habite toujours dans la même ville depuis 18 ans. Et je suis rentré au collège en fait dans mon village. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré, j'avais encore à peu près mes amis, entre guillemets mes amis, donc c'est plutôt des copains, voilà, que j'avais avant, du primaire, de la maternelle, tout ça, on s'entendait bien. Et puis au final, au fur et à mesure, ils m'ont laissé tomber. Et puis après, il y avait 2 professeurs au masculin qui étaient vraiment exceptionnels. Un professeur de maths et un professeur de français, et une professeure de français. J'ai toujours eu au moins un professeur extraordinaire par année dans ma scolarité. Je sais pas. C'est vraiment extraordinaire dans le sens où il avait compris vos difficultés, qui vous a soutenu. Oui. Chaque année, il y avait au moins un professeur qui était comme ça. C'est important. Et c'est vrai que malgré mes difficultés, j'étais quand même assez content de pouvoir avoir un soutien quelconque quand même. Parce que moi, ça fait combien de temps ? Parce que je vais dire maintenant à tout le monde, j'aime pas trop en parler en public, mais j'aimerais avoir des avis différents. Parce que je suis suivi par un psychologue et un psychiatre dans un hôpital actuellement public. Pour quelle raison ? Pour raison de dépression, et là vous avez touché le point sensible, c'est que vous allez me forcer à le dire. Ah non, mais vous n'êtes pas oublié. Non, je ne vous force à rien du tout. Je vous arrête, Jean-William, si vous ne dites que ce que vous voulez bien dire. Hein. Je ne force jamais personne à dire quoi que ce soit. Je vais le dire. C'est que vous le souhaitez. Parce que ça rentre dans l'histoire, donc je suis un peu obligé d'en parler. C'est qu'en fait, à la suite de ça, je suis tombé en dépression comme j'étais très seul au collège. Quand j'étais dans mon premier collège, j'étais très très seul. Je mangeais seul quasiment. Au début, tous les 3 premiers mois de la 6e, je mangeais pas très seul. Je mangeais avec des gens, et puis après, au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Après, j'étais très seul. Il y en a qui m'ont menacé, etc. Il y en a qui m'ont dit, mot pour mot, ils m'ont dit ça. Si tu nous ramènes pas un paquet de cigarettes demain et un briquet, on te fracasse la tête. Alors que j'étais qu'en 6e, et eux, il y en avait un qui était en 4e. Et puis voilà. Ils se mettaient à 5, 6, 10 autour de moi. C'était super joyeux. Le directeur qui m'a dit, le proviseur, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus. Un collège. Le proviseur, oui. Le proviseur du collège m'a trouvé à dire à mes parents que parce que j'étais pas bien, c'est parce que j'avais jamais eu de copine de ma vie. En 6e ? Oui. Oui. Bon, vous aviez le temps encore, hein. J'en ai jamais eu personnellement. Donc après c'est pas grave, c'est ce que je dis aux gens, c'est pas la vie, c'est pas la mort, mais oui, enfin aujourd'hui à 18 ans, on peut comprendre que vous éprouviez un manque de ce côté-là. Mais qu'est-ce que donc aujourd'hui ça a été une scolarité très très pénible. En fait. Et vous dites de ça, vous pensez que la dépression, vous dites vous êtes en dépression, vous pensez que déjà il y avait un peu de dépression quand vous étiez dans l'enfance, enfant ? C'est possible, parce que comme j'étais déjà différent, plus ou moins différent en tout cas. Oui, avec ses problèmes médicaux aussi, donc c'est compliqué. Puis après au fur et à mesure, les gens m'ont lâché parce que j'étais de plus en plus triste, j'étais de plus en plus mal dans ma peau. Et vous étiez suivi petit, vous avez vu un psychologue, un pédopsychiatre ? Non, je crois pas. Ma mère, oui, en a vu un psychologue. Elle a fait plusieurs pédiatres, elle a fait plusieurs médecins avant de trouver les bons. Et là, comment ça se passe avec donc ce psychiatre et cette psychologue ? En fait, le psychologue, j'ai un peu de mal avec lui parce que il rigole sur des sujets où j'aime pas trop. Parce que par exemple, j'ai passé mon code en mars 2012, si ma mémoire est bonne. Oui. Je l'ai raté. C'était la première fois que je l'ai raté. Et j'ai eu une pulsion, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû
Je suis passé devant l'auto-école et il y avait un mur en pierre le long, pas loin. Il y avait un petit caillou qui dépassait. Et moi, j'ai pris ce caillou, je me suis dit, fais pas ça. Et puis au final, j'ai jeté le caillou dans la vitre et puis je l'ai jeté. Et puis la vitre, elle s'est cassée. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé quand j'ai raté mon code. Après l'avoir raté, vous avez jeté oui. le caillou sur la vitre, d'accord. Parce qu'il nous a ramenés ensuite. Et moi, le midi, je suis rentré. Lui, il est reparti donner ses leçons. Et moi, je suis repassé 2-3 heures après, et j'ai une pulsion. Mais ça, c'est pas ça qui fait rire votre psychologue, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de quoi rire, là. Ça l'a fait sourire quand même. Je m'en souviens très bien. Bon. Et ça, j'ai pas trop apprécié. Vous pouvez lui dire, hein, mais enfin bon, en même temps, vous parlez parce qu'il y a quelque chose, pulsion, oui, vous en vouliez, vous étiez mécontent d'avoir raté, vous vous en prenez, de façon comme ça à l'auto-école. Heureusement que on leur balance pas des cailloux dans la vitrine à chaque fois qu'on rate son permis. Donc oui, ça mérite, il y a de l'agressivité qui n'arrive pas à être bien canalisée, quoi. Vous avez été beaucoup agressé, humilié, vous devez avoir en vous beaucoup comme ça de pulsions qui ont besoin de s'exprimer, mais par la parole plus que par des actes, sinon ça se retourne contre vous. Bon, il faut que vous continuiez à en parler, à parler de toutes ces années, de ces problèmes médicaux aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mêlées. Il y a ces années de scolarité, vous réagissiez par rapport à Nadia, mais il y a aussi toute votre histoire à vous personnelle. Bon, vous avez 18 ans, hein, Jean-William, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Il faut vous accrocher à vos séances, à ce travail. Je vous souhaite bon courage. Merci. Au revoir, Jean-William. Au revoir. Belle nuit à vous. Faites de doux rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence.